Vous êtes allongé dans votre lit, il est 3 heures du matin. Vos yeux fixent le plafond dans l'obscurité et votre esprit ne s'arrête pas. Il tourne, il analyse, il dissèque chaque conversation que vous avez eue aujourd'hui, chaque décision que vous devez prendre demain, chaque possibilité qui pourrait surgir la semaine prochaine. Vous examinez vos choix sous tous les angles possibles. Vous pesez les conséquences. Vous anticipez les réactions des autres. Vous construisez des arguments, puis vous les démolissez. Vous prévoyez des scénarios, puis vous les réfutez. C'est votre raison qui travaille, n'est-ce pas? Cette faculté magnifique que l'on vous a appris à vénérer depuis l'enfance, celle qui vous distingue des bêtes, celle qui vous permet de comprendre le monde, de résoudre des problèmes, de progresser. Et pourtant, à cet instant précis, dans cette chambre silencieuse, cette même raison ressemble moins à un outil qu'à une prison. Une prison que vous avez vous-même construite, barre après barre, pensée après pensée. Vous vous levez finalement, épuisé mais incapable de vous reposer, parce que votre esprit vous dit qu'il doit résoudre quelque chose, qu'il doit comprendre quelque chose, qu'il doit analyser quelque chose avant que vous puissiez avoir la permission de simplement être. Mais voici la question que je vous pose ce soir, et c'est une question qui pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Et si cette capacité même à penser profondément, cette raison que vous avez cultivée, que vous admirez, que vous utilisez pour naviguer dans la vie, était précisément ce qui vous empêche de vivre pleinement? Et si l'instrument censé vous libérer était devenu votre geôlier? Pascal lui-même l'a observé avec une lucidité implacable. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Et c'est précisément dans cette capacité à penser que réside à la fois notre grandeur et notre misère. Car la pensée, quand elle devient incessante, quand elle se transforme en ce moulin qui tourne sans fin, ne nous élève plus. Elle nous écrase sous son propre poids. Si cette réflexion résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour explorer ensemble les profondeurs de la condition humaine. Laissez un like si vous voulez soutenir ce travail et surtout, partagez en commentaire. Reconnaissez-vous cette agitation mentale incessante en vous-même? À quel moment avez-vous senti que votre pensée devenait une charge plutôt qu'une aide? Vos témoignages enrichissent notre quête collective de sens. Continuons maintenant. On vous a menti. Pas délibérément peut-être, pas malicieusement, mais on vous a menti néanmoins. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a enseigné que la raison était la solution, que face à un problème, il fallait réfléchir, que face à une émotion troublante, il fallait l'analyser, que face à une décision difficile, il fallait peser tous les pour et tous les contre, encore et encore jusqu'à ce que la réponse émerge, claire et incontestable. Cette croyance en la toute-puissance de la raison est ancrée profondément dans notre culture. Descartes nous a dit « Je pense, donc je suis », et nous avons conclu, à tort, que plus nous pensons, plus nous sommes. Les Lumières nous ont promis que la raison nous affranchirait de l'obscurantisme, et c'est vrai, elles l'ont fait. Mais nous avons oublié que la raison, comme tout outil, peut être utilisée à l'excès. Qu'un marteau est merveilleux pour enfoncer un clou, mais désastreux si vous essayez de l'utiliser pour tout, pour manger, pour dormir, pour aimer. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement quand vous pensez trop. Votre esprit croit qu'il cherche des réponses, mais ce qu'il fait vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux. Il crée l'illusion du contrôle. C'est comme un homme debout sur un bateau en pleine tempête qui dessine frénétiquement des cartes marines de plus en plus détaillées, convaincu que s'il peut simplement cartographier parfaitement les vagues, il pourra les maîtriser. Mais les vagues continuent de le secouer. Ces cartes deviennent de plus en plus élaborées, de plus en plus complexes. Et pendant ce temps, il ne voit même pas le port qui s'approche. Voici le mécanisme. Chaque fois que vous ruminez une pensée, chaque fois que vous ressassez un problème, vous activez dans votre cerveau les mêmes circuits neuronaux. C'est comme creuser un sillon dans la terre. Au début, c'est à peine visible. Mais si vous passez et repassez au même endroit, encore et encore, vous créez une ornière profonde. Et bientôt, vos pensées glissent naturellement dans cette ornière. Elles ne peuvent plus aller ailleurs.
Vous ne pensez plus, vous répétez. Pascal l'avait compris avec une clarté extraordinaire. Il parlait du divertissement, cette tendance humaine à se distraire pour éviter de faire face au vide existentiel. Mais le surpenser est elle-même une forme de divertissement. C'est une fuite, non pas vers le bruit extérieur, mais vers le bruit intérieur. Vous pensez frénétiquement pour ne pas sentir. Vous analysez compulsivement pour ne pas expérimenter. Vous disséquez vos émotions pour ne pas les vivre. Pensez à ces moments où vous devez prendre une décision importante. Vous créez des listes de pour et de contre. Vous imaginez tous les scénarios possibles. Vous consultez des amis, vous lisez des articles, vous cherchez des signes. Et que se passe-t-il? Plus vous réfléchissez, moins vous êtes certain. Non pas parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais parce que votre esprit a généré tellement de possibilités, tellement de nuances, tellement de variables, que vous êtes maintenant paralysé sous le poids de votre propre intelligence. C'est le paradoxe cruel de la raison excessive. Elle nous promet la clarté, mais nous livre la confusion. Elle nous promet la maîtrise, mais nous livre l'impuissance. Elle nous promet la paix, mais nous livre l'agitation perpétuelle. Mais voici ce que vous devez comprendre. Et c'est la vérité qui va tout changer. Cette pensée incessante n'est pas un défaut dans votre système. C'est une tentative désespérée de votre esprit de retrouver quelque chose qu'il a perdu, ou plutôt quelque chose qu'il croit avoir perdu. Il y a en chaque être humain une capacité innée à la présence, à la suffisance, à l'être sans le faire. Observez un enfant qui joue, il ne pense pas au jeu, il est le jeu, il n'analyse pas son plaisir, il est le plaisir. Il y a là une complétude qui ne nécessite aucune réflexion, aucune justification, aucune compréhension. Puis quelque chose se passe. Nous grandissons. Nous apprenons que le monde est complexe, que les autres peuvent nous juger, que nos actions ont des conséquences. Et progressivement, graduellement, nous nous retirons de cette présence immédiate. Nous commençons à nous observer nous-mêmes, à nous surveiller, à nous juger. Et cette observation crée une distance, une séparation entre celui qui vit et celui qui regarde celui qui vit. Et c'est là que commence le surpenser. C'est une tentative touchante, désespérée, mais fondamentalement vouée à l'échec, de combler cette distance avec la pensée. Comme si en pensant suffisamment, en comprenant suffisamment, en analysant suffisamment, nous pourrions retrouver cette unité perdue, cette présence immédiate à la vie. Mais voici le secret que Pascal connaissait bien, lui qui a écrit « Le cœur a ces raisons que la raison ne connaît point ». Il ne parlait pas d'un sentimentalisme mièvre, il parlait de cette intelligence autre, cette forme de connaissance qui ne passe pas par l'analyse, mais par l'expérience directe, par l'être même. La raison est magnifique pour certaines choses, pour construire des ponts, pour résoudre des équations, pour organiser des sociétés, mais elle est fondamentalement inadéquate pour d'autres. Pour savoir si vous aimez quelqu'un, pour ressentir la beauté d'un coucher de soleil, pour décider du sens de votre vie. Ces vérités-là ne se pensent pas, elles se vivent. Imaginez que votre conscience soit comme un océan. À la surface, il y a des vagues. Ce sont vos pensées, vos émotions, vos réactions. Elles montent, elles descendent, elles s'agitent. Et quand vous pensez trop, vous êtes perdu dans ces vagues. Vous essayez de les comprendre, de les contrôler, de les organiser. Vous sautez d'une vague à l'autre, épuisé, trempé, désorienté. Mais en profondeur sous les vagues, il y a quelque chose d'autre. Une profondeur calme. Pas vide, vivante, mais tranquille. Et cette profondeur était toujours là, même quand vous étiez perdu dans les vagues. Elle n'a jamais disparu. Vous avez simplement oublié de regarder ailleurs qu'à la surface. Laissez-moi vous parler d'un homme, un professeur de philosophie justement. Toute sa vie, il avait fait de la pensée son métier, sa vocation, son identité même. Il pouvait passer des heures à disséquer un argument, à explorer les nuances d'une position philosophique, à débattre avec une précision chirurgicale. Puis un jour, en pleine nuit, il se réveilla avec cette sensation étrange. Son cœur battait vite. Pas de panique,
Pas d'urgence médicale, juste cette inquiétude sourde qui lui était devenue si familière qu'il ne la remarquait même plus consciemment. Et pour la première fois, au lieu de se lever pour lire ou pour travailler, au lieu de commencer à analyser cette sensation, il resta simplement allongé, et il observa, non pas avec l'intention de comprendre, mais simplement d'être présent à ce qui était. Il sentit son cœur qui battait, il sentit le poids de son corps sur le matelas, il entendit le silence de la nuit, ponctué ici et là par des sons lointains. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Rien, absolument rien. Son esprit commença à générer des pensées. Pourquoi suis-je inquiet? Qu'est-ce qui ne va pas? Que devrais-je faire? Mais pour une fois, il ne les suivit pas. Il les laissa passer comme des nuages dans le ciel. Présent, mais pas important. Là, mais pas lui. Les premières minutes furent inconfortables. Son esprit était comme un chien habitué à courir qui se retrouve soudain en laisse. Il tirait, il protestait. Il exigeait d'aller quelque part, n'importe où. Mais l'homme resta. Il resta dans ce non-faire, dans cette présence sans but. Et graduellement, très graduellement, quelque chose se détendit. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas une illumination mystique. C'était plus subtil que ça. C'était comme si un poing serré depuis des années commençait lentement à s'ouvrir. Et dans cette ouverture, il y avait suffisance. Pas de bonheur éclatant, pas d'extase. Juste cette sensation simple, presque enfantine. Ce qui est là est suffisant. Le lendemain, sa vie n'avait pas changé. Il avait toujours les mêmes responsabilités, les mêmes problèmes, les mêmes défis. Mais quelque chose en lui avait changé. Il remarqua qu'il pouvait penser à un problème sans être emporté par lui. Il pouvait analyser sans être consumé par l'analyse. Sa raison était toujours là, toujours fonctionnelle, mais elle n'était plus le maître, elle était redevenue l'outil. Des semaines passèrent. Parfois, il retombait dans l'ancien schéma. Ses pensées repartaient en spirale. Mais maintenant, il reconnaissait le mouvement. Et il savait qu'il pouvait revenir. Non pas en forçant, non pas en luttant contre ses pensées, mais simplement en se rappelant. Il y a quelque chose de plus profond que ces vagues. Alors que faire avec cette compréhension? Car je sais que votre esprit, même maintenant, cherche déjà une méthode, une technique, un moyen de résoudre ce problème de la surpensée. Et c'est précisément le piège. Vous ne pouvez pas penser votre chemin hors de la surpensée. C'est comme essayer de combattre l'obscurité avec plus d'obscurité. Ce n'est pas en ajoutant une nouvelle stratégie mentale, une nouvelle technique de contrôle des pensées que vous trouverez la paix. C'est en cessant de chercher à contrôler. Mais attention, je ne vous dis pas de ne plus penser, ce serait absurde et impossible. Les pensées continueront de venir. C'est leur nature. Ce que je vous invite à reconnaître, c'est que vous n'êtes pas obligé de monter dans chaque train de pensée qui entre en gare. Vous pouvez les laisser passer. Vous pouvez les observer sans les suivre. Voici ce qui aide. Quand vous remarquez que votre esprit s'est lancé dans une spirale analytique, ne luttez pas contre elle. Ne vous dites pas « je dois arrêter de penser à ça ». Ce serait encore une pensée, encore une tentative de contrôle. À la place, reconnaissez simplement « ah, voilà mes pensées qui tournent encore ». Avec curiosité, pas avec jugement. Comme vous observeriez la pluie tomber. Puis ramenez votre attention à quelque chose de simple et de présent. Votre respiration, les sensations dans votre corps, les sons autour de vous. Non pas pour n'en vous distraire de vos pensées, mais pour vous rappeler qu'il existe une dimension de l'expérience qui n'est pas la pensée. Une dimension où les choses sont simplement comme elles sont, sans avoir besoin d'être comprises, analysées ou résolues. Et surtout, abandonnez l'idée que vous devez résoudre tous vos problèmes avant de pouvoir être en paix. C'est l'inverse qui est vrai. C'est dans la paix, dans cette suffisance présente, dans cette acceptation de ce qui est, que les solutions émergent naturellement sans effort en leur propre temps. Pascal le savait, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Le repos n'est pas l'oisiveté.
C'est cette capacité à être présent sans avoir besoin de fuir dans l'action ou dans la pensée. C'est accepter le vide, non comme un manque à combler, mais comme un espace de possibilités. Graduellement, très graduellement, vous remarquerez que vos pensées perdent de leur emprise. Non pas parce que vous les avez combattues, mais parce que vous avez cessé de les nourrir de votre attention exclusive, comme un feu qui s'éteint doucement quand on arrête d'y ajouter du bois. Alors, le danger de trop penser, ce n'était pas vraiment un danger, n'est-ce pas? C'était une invitation déguisée. Une invitation à découvrir qu'il y a en vous quelque chose de plus vaste que votre esprit. Quelque chose qui ne pense pas mais qui sait. Quelque chose qui n'analyse pas mais qui comprend. Votre raison n'est pas votre ennemi. Elle n'est pas une prison. Elle devient une prison seulement quand vous oubliez qu'il y a en vous celui qui peut ouvrir la porte. Celui qui n'a jamais été enfermé. Celui qui observe les pensées sans être les pensées. La vraie liberté n'est pas dans l'absence de pensée. C'est dans la reconnaissance que vous êtes plus grand que vos pensées, plus profond que vos analyses, plus complet que toutes les conclusions que votre esprit pourrait jamais atteindre. Et peut-être que la plus grande ironie de toutes, une ironie que Pascal aurait appréciée, c'est que c'est seulement quand vous cessez d'essayer de tout comprendre que vous commencez vraiment à comprendre. C'est seulement quand vous arrêtez de chercher la paix dans la pensée que vous découvrez la paix qui était toujours là, silencieuse, patiente, attendant que vous vous en souveniez. Cette paix n'a rien à voir avec l'absence de problème. Elle n'a rien à voir avec la résolution de toutes vos questions. Elle est simplement la reconnaissance que ce qui est, maintenant, dans ce moment précis, est suffisant. Que vous êtes suffisant. Non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous n'avez plus besoin de tout comprendre. Le roseau pensant peut enfin cesser de plier sous le vent de ses propres pensées, non pas en devenant plus rigide, mais en découvrant qu'il est enraciné dans quelque chose de plus profond que le vent ne pourra jamais atteindre. Si cette exploration vous a touché, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos réflexions sur la condition humaine et les mystères de l'existence. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre expérience. Dans votre propre vie, quel est le moment où vous avez réalisé que votre pensée vous emprisonnait plutôt qu'elle ne vous libérait? Et avez-vous déjà entrevu, ne serait-ce qu'un instant, cette paix qui existe au-delà de l'analyse? Prenez un moment pour partager votre vérité en commentaire. C'est dans cet échange que nous trouvons parfois les mots que nous cherchions. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et parfois, le silence est la plus sage des raisons. À bientôt.